J'accueille Tom Wolfe. Inutile de dire à quel point nous sommes flattés de vous accueillir sur ce plateau, Tom Wolfe. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être ici. Je connais très peu de français. J'ai appris quelques mots au sujet de la féminisation du monde. Alors je connais quelques mots en français pour le dire. C'est très vrai d'ailleurs, cette histoire de féminisation. Est-ce que vous savez par exemple qu'on peut reconnaître les gens à leur chapeau? Regardez le chapeau de quelqu'un. Il y a 100 ans, les hommes portaient ces chapeaux qui étaient en fait rigides. Comme les femmes ont commencé à prendre le pouvoir, il fallait que ces chapeaux s'amollissent un petit peu. Donc les hommes ont commencé à porter ces chapeaux plus mous. Et aujourd'hui, ils portent des casquettes de baseball à l'envers. Et c'est ça la féminisation du monde par la voie vestimentaire. Ouais. Donc vous êtes d'accord avec Éric Zemmour, le monde se féminise. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Tu bénéficies d'un soutien assez extraordinaire. Genre la star des lettres américaines. Il n'a pas dit si c'était bien ou mal. Il faut avoir une vision extra-environnementale pour pouvoir prouver que vous avez raison là-dessus. Ah là là, ça y est. Là. Ah, il est content. Oui, là, c'est terminé. Le mec, il vient spécialement des États-Unis pour te donner raison. Tom, moi c'est le costume noir, vous c'est le costume blanc. Hein. Alors vous avez dit... l'avantage de porter toujours le même costume, c'est que ça donne une idée aux journalistes pour commencer leur papier. Et une fois, vous aviez fait une très mauvaise interview, mais le journaliste avait été fasciné par votre costume, et vous avez compris que finalement, ce n'était pas la peine d'avoir une personnalité, il suffisait d'avoir un costume blanc. Effectivement, et c'est tout ce que j'ai ce soir. Cela étant, il y a une chose quand même qui est très nouveau, quelque chose qui vient des États-Unis justement, et que je voudrais vous présenter ce soir. Regardez, c'est ce qu'on appelle une cravate. Hein. Je ne sais pas, j'en vois aucune autre dans la salle. Regardez, on dit bien cravate en français pour cet objet. Et alors, je peux vous dire où vous pouvez en trouver, si ça vous intéresse. Ouais. Vous êtes le dernier à porter une cravate. Je croyais être le premier. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu des cravates. Je ne l'ai pas vu en France, en tout cas, depuis mon arrivée. Alors, Tom Wolfe, vous êtes à 75 ans le dandy terrible de la littérature américaine. On vous doit le gauchisme de Park Avenue, le mot pain, l'étoffe des héros, Acid Test, le bûcher des vanités et un homme, un vrai. Pas mal. Énorme écrivain, non, Franz? Moi, je suis très impressionné quand je savais qu'il était là. J'avais presque le trac, une espèce d'inquiétude. J'ai acheté plein de livres pour les faire dédicacer, pour les garder dans ma bibliothèque. Moi, écoutez, pour moi, c'est un mythe. C'est un des plus grands écrivains vivants. Et je dois dire, je fais partie de ces journalistes qui ont été élevés au lait de Tom Wolfe. Quand il avait, je me souviens de ce livre qui a été un choc pour moi. Bon, évidemment, ces articles dans Rolling Stone qui restent absolument mythiques. Et il avait écrit ce livre, vous vous souvenez, qui est un recueil d'articles, le gauchisme de Park Avenue. Radical chic. Sorti chez Gallimard en 1972, je me souviens encore. Ouais. Moi, ça a changé ma vie. Je suis pris comme plein de journalistes français. Vous avez fait des petits partout en France pour Tom Wolfe. Enfin, voilà. Et après, évidemment, je ne parle pas du bûcher des vanités, de tous ces livres merveilleux. Enfin, j'ai pas encore lu le dernier, mais à chaque fois, pour moi, Tom Wolfe, c'est je lis, je me précipite sur le. Vous décrivez pas. C'est le reproche que je peux vous faire quand même. C'est vrai. C'est que vous êtes un peu circonspect quand même. Hein. Alors peut-être que vous écrivez beaucoup plus que vous publiez. Mais ça manque, il faut attendre parfois 5 ans pour avoir un Tom Wolfe, parfois davantage encore, c'est très long. Non, moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est il renoue avec le modèle balzacien français, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore dans ces romans, c'est qu'il mélange toute la société, les politiques, les avocats, les noirs des ghettos noirs américains. Après ces merveilleuses comparaisons, ce qu'il faut faire, c'est maintenant prendre ma retraite. Je crois que c'est la seule chose honorable que je puisse. Mais merci beaucoup. Merci l'un et l'autre.
Alors Tom, vous publiez aujourd'hui chez Robert Laffont un livre qui s'appelle « Moi, Charlotte Simmons ». Alors, si c'est une autobiographie, le titre est mal choisi. Il féminise. Ouais, c'est la féminisation. Il féminise. Vous vous rappelez, Flaubert avait dit, Madame Bovary, c'est moi. Hein. C'est vrai. Mais avant d'en venir au livre, je voudrais justement parler de la méthode. Vous avez commencé par le journalisme, vous avez même inventé dans les années 60 le nouveau journalisme, qui consiste pour un journaliste à utiliser des techniques littéraires pour faire un journalisme qui se lit comme un roman. Et c'est lors de ces débuts dans le journalisme que vous avez appris à aller enquêter sur le terrain. Vous avez déclaré: les écrivains doivent sortir de leur coquille pour aller chercher le matériau de leur livre. C'est ce qu'ont fait Dickens, Balzac, Zola, parcourir la société comme un reporter sans porter de jugement et en retranscrivant ce qu'on voit. Bref, commencer par une enquête. Moi, il me semble vraiment que aujourd'hui, l'imagination de l'être humain n'arrive pas, disons, à la hauteur de ce qu'il va trouver sur le terrain. La réalité dépasse de loin la fiction. En 1000 ans, vous ne trouverez jamais dans votre imagination autant de choses que ce qui se passe dans le monde, de ce que font les gens, de ce que pensent les gens. Alors, je vous donne un exemple. Est-ce qu'on connaît Paris Hilton ici, en France? Eh oui, eh oui. Hélas. Bon, alors, son cas m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi. Je crois qu'un romancier aurait pu imaginer une histoire dans laquelle une belle héritière est retrouvée sur une cassette vidéo porno. Et ensuite, le reste du roman parlerait de, je ne sais pas, rançon, de chantage ou que sais-je. Bon, n'importe qui peut imaginer ce genre d'histoire, pas très intéressante. Ou bien une autre histoire, ou bien une belle héritière sans talent reçoit 10 millions de dollars pour passer à la télé. Mais aucun écrivain a eu l'idée de dire, voilà, cette femme qui a gagné tout cet argent parce qu'elle a fait justement cette cassette porno. On n'y pense pas. Et là, ce genre de choses dépasse l'imagination du romancier. Je crois qu'il faut vraiment, c'est des choses incroyables, hein. Le monde est vraiment très étrange. La réalité dépasse de loin la fiction et l'imagination. Donc il faut aller sur le terrain et voir la réalité. Contrairement aux autres écrivains, vous ne partez pas d'un thème ou d'un ou deux personnages avant de trouver le milieu dans lequel vous allez les mettre, mais vous partez du milieu. En fait, généralement, le processus est inverse, enfin, disons par rapport à d'autres romanciers. Disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord trouver un cadre, un contexte. Le milieu, mais dans le sens, le contexte général. Alors ce sera par exemple Wall Street, ou bien les tribunaux, comme dans mon premier roman, ou bien alors les promoteurs immobiliers, j'ai écrit un roman là-dessus, ou encore, je ne sais pas, par exemple, justement, un campus universitaire. Bien. Et puis ensuite, c'est les personnages, j'attends que les personnages entrent sur ce décor. Et les pressions sociales jouent un rôle tellement important, et même les décisions fondamentales sont prises à cause des pressions sociales. Bon, je ne vais pas déflorer l'histoire, mais quand même. Quand, justement, parlons de déflorer, Charlotte perd sa virginité, je ne sais pas si les gens savent encore ce que c'est qu'une virginité, mais enfin, elle prend une décision sociale à ce moment-là. Elle dit, si j'ai laissé ce garçon aller si loin, elle est toute nue à ce moment-là, mais je l'empêche d'aller plus loin, eh bien on va me traiter d'allumeuse. Et alors, ce genre de décision est une décision non pas passionnelle, une décision affective, mais une décision presque sociale, politique à la limite. Et je crois que la vie est souvent basée là-dessus. C'est-à-dire qu'on réagit aux pressions sociales. Alors pour votre dernier roman, donc moi, Charlotte Simmons, vous êtes parti d'une enquête approfondie sur les campus des universités américaines et vous avez découvert d'abord que le sexe, l'alcool ont remplacé la culture et l'esprit. En tout cas, pour ce que j'ai pu remarquer, aux États-Unis, peut-être à l'exception de la Suède, les États-Unis sont le seul pays où les étudiants de premier cycle vivent sur un campus. C'est-à-dire que dans des dortoirs mixtes, ce qu'on appelle les co-eds. Alors vous avez des jeunes hommes pleins de testostérone avec des jeunes créatures nubiles à côté d'eux, et vous les mettez ensemble, dans les mêmes dortoirs. Ben, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je veux dire... Alors vous décrivez une jeunesse sans morale, ni discipline ou scrupule,
Et dans cette jeunesse, sur ce campus, comme un chimiste qui mettrait une goutte d'acide dans une éprouvette, vous plongez Charlotte Simmons, qui est une étudiante sérieuse, innocente, coincée, intello. Vous la mettez là-dedans et vous regardez justement ce qui se passe. Oui, je voulais un personnage comme elle. Un personnage qui est plein d'avenir, une fille intelligente, mais qui a un petit peu, disons, un but d'elle-même, parce qu'elle sait qu'elle a quand même beaucoup de talent, et elle pense pouvoir dominer le monde grâce à son intellect, et puis alors, elle se retrouve dans un monde où elle est soumise à toutes sortes de pressions sociales sexuelles. Alors, je ne vais pas prendre 7 minutes, mais il y a ce qu'on appelle la technique de la séduction en 7 minutes. Hein, c'est une vieille technique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des groupes de garçons et de filles, c'est pas qu'ils ont un rencard pour ça, non. C'est des groupes qui sont mis en place dans une espèce de contexte où on va rencontrer quelqu'un d'autre. Donc vous avez des garçons d'un côté, des filles de l'autre. Alors, un garçon remarque une fille qu'il trouve attirante, il s'approche, il se présente, et il va essayer de dire quelque chose de très, très cool, du genre, je parie que t'en as marre qu'on te prenne pour Britney Spears tout le temps, ou alors pour Paris Hilton, enfin, ce genre de compliment vraiment très cool. Bon. Et alors, si elle marche dans la combine, alors il s'assied à côté d'elle, alors il va l'effleurer sur le bras, c'est la seule partie du corps que l'on peut toucher, sauf si l'on serre la main de quelqu'un, donc tout ça en l'espace de 2 minutes 30. Et puis ensuite, question suivante, on danse? Ok. Ils se mettent sur la piste de danse. Et alors la danse consiste à quoi? Elle consiste à rejoindre les parties, disons, pubiennes, pardon, et puis ensuite il s'agit de les frotter l'une contre l'autre pendant à peu près 3 minutes. Donc maintenant il y a 5 minutes 30 qui se sont écoulées, et puis au bout de ce temps, l'un demande à l'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te ramène chez toi? En fait, c'est un langage codé pour dire, on va dans ta chambre ou dans la mienne. Alors là, on arrive aux 7 minutes. Donc tout est en quelque sorte timé, chronométré. Et moi, c'était quelque chose de complètement nouveau que je ne connaissais absolument pas. Alors au début, effectivement, Charlotte Simmons se croit capable de résister à la médiocrité, à la vulgarité ambiante, à la pression du groupe, et puis finalement, elle finira par abdiquer, par se conformer aux autres. Et votre théorie, en fait, c'est que tout est statut. C'est la position sociale, c'est le standing qui mène le monde, en fait. Pensez par exemple au choix d'un partenaire de vie. Bon, tout est déterminé socialement. Quelquefois, il y aura quelqu'un qui va dire, bon, allez, il va épouser une femme qui a 50 ans de plus que lui. Bon, ça arrive assez rarement, ça peut exister. Ou alors, vous aurez, je ne sais pas, quelqu'un qui tombe amoureux d'un animal. Bon, là encore, c'est relativement peu fréquent. Généralement, c'est quand même le statut social qui détermine ce genre de choix, même ces choix qui sont censés être passionnels. Tom Wolfe, moi, Charlotte Simmons, c'est publié chez Robert Laffont, mesdames, messieurs. Alors, il y a un problème quand même, c'est que George Bush a déclaré que Charlotte Simmons était un des meilleurs livres qu'il avait lus. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est un des grands chapitres de mon existence. Ouais. Le New York Times m'a appelé et le journaliste m'a dit « George Bush adore votre livre. Ouais. Il le recommande à tout le monde. » À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce livre le rappelle ces jours quand il était étudiant et il buvait beaucoup dans ses fraternités? Je dis, je sais pas. Hein, je sais pas pourquoi ce livre lui plaît, mais c'est peut-être la qualité absolument époustouflante de l'écriture, c'est peut-être tout simplement ça. Enfin, Et puis alors, la journaliste me dit, mais est-ce que vous avez voté pour Bush? J'ai répondu oui. Ah, je n'apprends rien de nouveau, mais enfin, en disant que j'avais voté pour Bush, bon, il y a quoi, 62 288 482 personnes qui ont fait la même chose, donc c'était pas si exceptionnel que ça, mais enfin bon. Lorsque j'entre dans une salle avec d'autres écrivains,
les gens me regardent d'un drôle d'air. C'est comme si j'avais levé la main pour dire, à propos, j'ai oublié de vous dire, je suis un pédophile. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vous dit des choses comme ça? C'est un petit peu gênant, disons. Donc, j'ai été un petit peu ostracisé, ou en tout cas, on estimait que j'étais un personnage un peu suspect à cause de la façon dont j'avais voté. Mais bon, cela étant, je ne suis pas un romancier politique. Et on n'a le droit qu'à un seul vote aux États-Unis. On ne peut pas voter plusieurs fois.